Oui, nous sommes arrivés à une ère de reportage post-factuel. Les faits n'ont plus d'importance. Et je peux l'expliquer. Je me suis rendu plusieurs fois dans le Donbass, en zone de guerre. Après le coup d'État orchestré par l'Occident sur le Maïdan à Kiev en février 2014, de plus en plus de médias occidentaux traditionnels ont retiré leurs correspondants de la zone de conflit. Normalement, on dirait « il faut y aller ». Mais les médias occidentaux sont partis. Ils ne voulaient donc pas voir ce qui se passait réellement sur le terrain. Ils ont essayé d'éviter la réalité. C'est ça le problème. Ils ont essayé de l'éviter. Ils ont décidé de suivre la propagande de l'OTAN, rien d'autre. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je m'entretiens à nouveau avec Patrick Baab, journaliste et critique des médias allemands, auteur des excellents ouvrages en allemand, des deux côtés du front, Mes voyages en Ukraine. Et, très pertinent pour cette discussion, Recherche, une boîte à outils pour critiquer l'opinion dominante. Ayant travaillé auparavant pour l'un des diffuseurs publics allemands, Patrick connaît intimement le fonctionnement du système en Allemagne, et je suis heureux qu'il ait accepté de m'aider à comprendre une émission récente, vraiment étrange sur la ZDF, c'est-à-dire la deuxième chaîne publique allemande, un peu comme NPR aux États-Unis. Le documentaire dont je parle s'intitule « Les aides de Poutine » ou « Les assistants de Poutine ». Il raconte, de manière sensationnaliste, comment Trump, Musk et d'autres proches du président américain seraient de mèche avec le Kremlin pour saper les États-Unis. C'est ce sujet, ainsi que l'état paranoïaque des médias allemands, que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Alors Patrick, bienvenue à nouveau. Bonjour, Pascal. Merci de m'avoir invité à l'émission. C'est un plaisir d'être de retour. C'est formidable de vous avoir ici, parce que vous comprenez réellement comment ce système fonctionne et comment il en est arrivé à devenir ce que je ne peux décrire que comme de la paranoïa. Permettez-moi de commencer en lisant à tout le monde comment ce documentaire se présente sur la page d'accueil de la chaîne ZDF, d'accord? Je ne peux pas vous montrer le documentaire lui-même, car il est protégé par des droits d'auteur, et parce qu'il est en allemand. Mais voici une traduction de la façon dont il présente son sujet. Le correspondant de la ZDF, Johannes Hanno, a découvert au cours de ses recherches des liens jusque-là inconnus et explosifs entre les anciens adversaires, les États-Unis et la Russie. Il a réussi à obtenir des informations de première main auprès d'un agent du FBI. Et ce que rapporte cet agent est explosif. Selon lui, les cercles privés et professionnels des milliardaires de la tech américaine ont été infiltrés par les services de renseignement russes. Cela a-t-il des conséquences pour la sécurité nationale des États-Unis? Il existe de nombreuses preuves à l'appui de cette affirmation, affirme Jonathan Boomer, le lanceur d'alerte du FBI. Patrick, lorsque tu as regardé ce documentaire, il dure environ 45 minutes. Qu'as-tu ressenti? Eh bien, c'est vraiment passionnant et bien très dramatique. Mais en tant que cinéaste depuis 40 ans, je pense d'abord au processus de production. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans mon livre « Recherche, une boîte à outils pour critiquer l'opinion dominante » qui a été publié par West End Verlag il y a 2 ans. Ainsi, lors de la préparation de documentaires télévisés, il y a 3 niveaux d'enquête. Le premier niveau est la recherche d'informations. Que dois-je découvrir? C'est la question simple. Le deuxième niveau est la recherche visuelle. Quelles images représentent les résultats de l'enquête? Et cela, il faut le faire avec beaucoup de précision. Et le troisième niveau est la recherche de production. Que faire, quand et comment, lors du tournage du film? Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons laisser de côté ici. À tous les 3 niveaux, il faut respecter des normes professionnelles, et nous allons expliquer ces normes professionnelles.
Pour la recherche d'informations, tout d'abord, il faut répondre à 7 questions journalistiques. Qui fait quoi? Quand? Où? De quelle manière? Comment? Pourquoi? Et d'où vient l'information? D'où vient l'information? Et la dernière question est la plus importante. Et elle doit être traitée en premier. L'information de base donnée par un informateur est-elle exacte? Cette information est-elle vraie? Je dois répondre à cette question en premier. Et c'est la question la plus importante, car elle concerne la fiabilité de la première source. C'est quelque chose que vous devez découvrir par vous-même. Sinon, vous pouvez jeter le sujet à la poubelle. Travailler avec des sources signifie que vous devez diviser ces sources en différents groupes. Tout d'abord, les sources écrites, c'est-à-dire les dossiers internes, les documents originaux qui constituent des preuves concrètes. Le deuxième type concerne les entretiens, qui peuvent également être divisés en 3 groupes. Le premier groupe est celui des témoins, c'est-à-dire les personnes directement impliquées dans les processus politiques. Le deuxième groupe est composé de personnes qui donnent leur avis, probablement des représentants d'une partie au conflit, par exemple des représentants de partis politiques, d'organisations non gouvernementales, d'entreprises ou autre chose. Et le troisième groupe de sources vivantes est constitué d'experts qui ont une certaine distance par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Sur la base de ce cadre, l'auteur peut formuler une hypothèse comportant 4 éléments. Premièrement, il doit déterminer qui est responsable. Il doit identifier une personne ou un groupe responsable. Le deuxième élément est le groupe des victimes. Puis-je définir certaines personnes qui souffrent à cause de ces processus? Ensuite, il faut trouver une cause. Et le quatrième point est qu'il faut identifier un résultat ou une conséquence. En faisant cela, il faut garder à l'esprit que cette hypothèse peut être erronée. Elle n'a pas à refléter la réalité. Il faut donc procéder à une vérification de la réalité. Cette hypothèse est-elle correcte ou complètement fausse? Est-ce un effet de mon esprit, de mes préjugés ou autre chose? Et globalement, un reportage équilibré signifie présenter tous les aspects importants de l'histoire. Cela veut dire qu'il ne faut pas orienter le récit en faveur d'un camp. Cela n'est pas autorisé. Maintenant, j'aimerais appliquer ces règles au documentaire que vous avez mentionné. La première information est-elle fiable, à savoir que Donald Trump aurait été influencé par Poutine? C'est l'hypothèse. La réponse est 2 commissions d'enquête aux États-Unis, documentées dans le rapport Mueller et dans le rapport Durham, ont conclu qu'il n'existe pas une seule preuve que Donald Trump ait été sous l'influence du Kremlin ou des services secrets russes. Aucun témoin n'a pu confirmer sous serment avoir vu quoi que ce soit ou avoir la moindre preuve de cela. Il n'y a rien. Toutes les sources fournies dans ce reportage ne sont que des allégations non prouvées, rien de plus. Les 2 rapports ont documenté que toute l'histoire autour du Russiagate était une fable et une fausse histoire inventée par le Parti démocrate pour aider Hillary Clinton à gagner la campagne présidentielle contre Donald Trump et pour perturber le premier mandat présidentiel de Trump. Le deuxième objectif était de maintenir les États-Unis sur une trajectoire de conflit dur contre la Russie, ce qui a apporté de nombreux avantages au complexe militaro-industriel. Les 2 rapports ont clairement montré que les médias traditionnels ont soutenu la campagne malhonnête du Parti démocrate contre Donald Trump. La plupart des éditeurs, des rédacteurs en chef et des journalistes étaient impliqués. Et lorsque les rapports ont été rendus publics, pas un seul d'entre eux n'a eu le courage de s'excuser. Aucune autocritique. Cela montre la dépravation totale du journalisme aujourd'hui, et pas seulement du journalisme américain. Et le journaliste du documentaire, Johannes Hanno, ne fait que répéter des allégations non prouvées provenant de sources et d'informateurs peu fiables
ayant des intérêts personnels qui n'ont pas été identifiés ni rendus transparents. C'est une violation grave des méthodes et des règles journalistiques. C'est totalement contraire à l'éthique, totalement anti-journalistique, et simplement une tentative de produire de fausses informations pour le public allemand. Il n'y a aucune vérification de la réalité. Le journaliste ne fait que rapporter ses propres préjugés ou écrire ce que son rédacteur en chef veut entendre ou lire. Ce n'est pas du reportage, c'est une sorte de projection de ses propres opinions et préjugés. Aucune confrontation avec les personnes visées par les allégations n'a eu lieu. Un journalisme rigoureux doit confronter les personnes concernées ou suspectées et leur demander une déclaration ou une réponse. Dans aucun des cas, l'autre partie n'a été entendue ou confrontée. Il s'agit d'une violation de la règle fondamentale du journalisme. Il faut aussi entendre l'autre partie, ou en latin, audiatur et altera par. En ce qui concerne la recherche visuelle, la recherche visuelle consiste à trouver les images appropriées pour illustrer fidèlement le résultat d'une enquête. Mais le journaliste n'a utilisé que deux types de séquences. D'abord des images d'archives et ensuite des images d'auto-mise en scène du journaliste lors d'interviews ou d'entretiens. Cette façon de procéder ne signifie pas rechercher les bonnes images. Dans les éléments visuels, il faut montrer des preuves. Si vous n'avez pas de preuves, vous ne pouvez pas la présenter. Dans le choix des personnes interviewées, tous les intervenants critiquent Trump et soutiennent les allégations selon lesquelles il aurait été sous l'influence du Kremlin. On pourrait même dire un agent d'influence du Kremlin. Aucun opposant n'a été interrogé. Le choix des personnes interviewées était complètement unilatéral. C'était un pur cadrage. La sélection des archives n'avait qu'un seul objectif: souligner et illustrer les préjugés du journaliste. C'était simplement une forme de cadrage dans la direction souhaitée. Les images du tournage visaient à souligner le caractère d'enquête du documentaire. C'était une sorte d'auto-mise en scène en tant que journaliste d'investigation. Dans l'ensemble, ce n'était pas un reportage objectif. C'était simplement la diffusion de mensonges de propagande, manifestement destinés à promouvoir la propagande anti-russe de l'OTAN et du gouvernement allemand afin de poursuivre le soutien à la guerre en Ukraine. Tout le documentaire était, de mon point de vue, un outil de propagande en faveur des va-t-en-guerre en Allemagne et au sein de l'OTAN. Un tel reportage constitue une violation du commandement de paix inscrit dans la Constitution allemande. En résumé, ce reportage illustre le déclin du journalisme allemand. Aujourd'hui, nous avons perdu le niveau de précision et de neutralité dans l'information, et nous sommes devenus un bras de propagande de l'OTAN. Les médias cherchent aujourd'hui à entraîner davantage la population dans la guerre en Ukraine. Ils sont partie prenante de la guerre de propagande, d'un côté dans la guerre économique et des actions militaires le long de la ligne de front. Enfin, j'aimerais citer le célèbre romancier américain Hunter S. Thompson, qui a travaillé comme journaliste pendant plus de 50 ans. Dans son roman Las Vegas Parano, il a décrit sa propre profession, les journalistes. Permettez-moi de citer. La presse est une bande de cruels pédés. Le journalisme n'est ni une profession, ni un métier. C'est un fourre-tout bon marché pour les ratés et les marginaux. Une fausse porte vers l'envers de la vie. Un petit trou sale et puant, cloué par l'inspecteur des bâtiments, mais juste assez profond pour qu'un clochard puisse s'y recroqueviller depuis le trottoir et se masturber comme un chimpanzé dans une cage de zoo. Voilà pour Hunter S. Thompson. C'est peut-être un peu dur. Un peu dur, oui. Mais il sait de quoi il parle. Je veux dire, on parle aussi du type de journaliste qui prospère dans ces environnements de radiodiffuseurs publics, non? Et, comme tu me l'as dit par email auparavant, le journaliste qui a créé ce morceau de propagande est en fait le fils d'un autre journaliste. C'est bien ça. Qui,
si je me souviens bien de ce que tu as dit, a plutôt bien réussi dans sa carrière. I think you said did pretty well in his career. Oui, je connais très bien son père. C'était un journaliste très célèbre, un reporter, un bon correspondant. Et son fils, eh bien je pense que pour Johan Sano, tout tourne autour de la carrière et rien d'autre. Il sait exactement ce que son rédacteur en chef veut entendre et lire. Et ceci n'est qu'un article de propagande pour l'OTAN. Ce n'est pas un reportage objectif. Oui, et il faut qu'on en parle, mais peut-être un peu plus tard dans la discussion. Parce que, d'abord, je me demande vraiment quelle est l'intention derrière tout ça. C'est tellement étrange pour moi, parce que la propagande devient de pire en pire et de plus en plus ouvertement propagandiste. Je veux dire, pour les spectateurs, l'une des personnes interviewées était cet agent du FBI, qui s'est apparemment manifesté comme lanceur d'alerte, vraiment courageux, vous voyez, essayant d'apporter un peu de lumière dans l'obscurité. Mais l'autre personne, l'une des autres personnes, c'était Nina Yankovic. Nina Yankovic, c'est la responsable de la désinformation pour le président Biden. Je veux dire, pour rappeler, il y a environ 2 ou 3 ans, Biden voulait créer ce conseil de gouvernance de la désinformation afin de décider ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et Nina Yankovic avait été choisie pour diriger cette nouvelle agence. Et elle était tellement extravagante. C'était un personnage très étrange en soi. Mais l'idée même de créer un arbitre de la vérité, un arbitre gouvernemental de la vérité, était tellement farfelue que Biden a dû y renoncer. Et c'est cette personne qui a été interviewée comme une autre experte pour parler de cette situation. Pourquoi? Comment se fait-il que cela vienne d'un diffuseur public allemand, d'une pièce de propagande allemande, parce que c'est clairement destiné au public allemand? Quel est le but derrière la création de cette théorie du complot alambiquée? Eh bien, vous pouvez choisir cette femme comme personne à interviewer, mais il faut préciser son intérêt personnel. Et il faut prendre un autre intervenant qui joue le rôle de son opposant. C'est possible. C'est un reportage précis. Et je pense que dans le public allemand, le Russiagate est largement inconnu. Et parce que toute l'affaire est largement inconnue, c'est une affaire américaine, cela ouvre la porte à la propagande. On peut raconter n'importe quoi au public allemand. Et l'auteur essaie ici de se présenter comme un journaliste d'investigation sans entrer en contradiction avec les autorités allemandes. Dans le rôle du journaliste d'investigation, il essaye de faire avancer sa propre carrière et de s'aligner sur les autorités allemandes. Mais ce n'est pas du journalisme d'investigation. Le journalisme d'investigation consiste à contrôler quelque chose, le pouvoir politique. Et c'est ce qu'il ne fait pas. C'est ce que le journaliste ne fait pas. Il ne contrôle pas le pouvoir politique. Il s'aligne sur le pouvoir politique et sur l'OTAN, sur les autorités en Allemagne. Et il veut probablement faire avancer sa carrière. Oui, je veux dire surtout aux États-Unis. Il est très courant de présenter le journalisme comme, vous savez, une lumière qui éclaire l'obscurité. Je crois même que c'est le slogan du Washington Post, « La démocratie meurt dans l'obscurité ». Ou encore l'idée de s'opposer au pouvoir, n'est-ce pas? Dire la vérité au pouvoir. Mais ce genre de choses, en fait, ça attaque quelqu'un qui n'a aucune influence sur vous. Non? Il n'y a aucun courage là-dedans. Et c'est clairement destiné à envoyer un signal politique et à créer un récit politique. Ce qui est fascinant, c'est que c'est comme un récit allemand sur ce qui se passe aux États-Unis. Parce que si cela concernait leur propre gouvernement, ou disons l'AfD, le parti conservateur de droite, que tout le monde à gauche et au centre-gauche déteste et méprise tant, je comprendrais, parce que c'est votre propre contexte politique. Mais là, il s'agit même d'un contexte politique étranger. Comment cela a-t-il du sens pour vous?
Cela a parfaitement du sens, car il existe certaines différences entre l'administration Trump et les Européens, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Il y a deux positions politiques distinctes. On peut le voir lors des pourparlers de paix à Istanbul que nous avons eus la semaine dernière. Il y a deux positions politiques différentes. L'administration Biden veut conclure un accord avec les Russes, tandis que les Européens veulent poursuivre la guerre. C'est très très clair. Et ce journaliste s'aligne sur la position européenne en créant des récits liés à l'OTAN. L'objectif est de créer des récits susceptibles de générer davantage de russophobie. C'est le but de toute cette mise en scène. Mais est-ce simplement de la russophobie? Ou est-ce aussi une façon pour ce groupe de personnes, cette communauté épistémique, de rationaliser le problème que l'allié principal, ou je dirais même l'hégémon, celui qui détient le pouvoir sur vous, n'est plus sur la même longueur d'onde? Votre univers mental s'effondrerait si vous deviez accepter que le leader que vous suivez depuis si longtemps n'est plus en accord avec vous, n'est-ce pas? Il vous faut donc trouver une explication à ce problème. Vous avez besoin d'une hypothèse auxiliaire pour redonner du sens au monde. Eh bien, le calcul des Européens, et en particulier du gouvernement allemand, est qu'ils espèrent que l'administration Trump échouera dans sa lutte contre l'État profond aux États-Unis. Cela signifie, dans la lutte contre les néoconservateurs, qui siègent au Pentagone, au département d'État et à la CIA. La pensée allemande est qu'ils espèrent que l'État profond des États-Unis, c'est-à-dire les néoconservateurs du Parti démocrate, va bloquer l'administration Trump dans cette démarche de paix. Ainsi, le gouvernement allemand, les reportages allemands et les médias allemands veulent s'aligner sur l'État profond des États-Unis d'Amérique. Avec un peu de chance, le mandat de Trump sera terminé dans 4 ans et nous pourrons relancer la guerre avec un nouveau gouvernement démocrate à Washington. Oui, cela a du sens, car ils sont sur la même longueur d'onde. Ce qui est intéressant ici, c'est que cela vient aussi d'un diffuseur public. Et vous savez, si vous faites une recherche sur Google ou regardez le type d'émission qu'ils produisent, ce n'est pas la seule. C'est l'une des nombreuses émissions dans lesquelles une émission de télévision allemande tente d'enquêter sur quelque chose qui se passe aux États-Unis afin de renforcer cette position germano-européenne sur la manière dont la guerre devrait se dérouler. Et cette diabolisation, bien sûr, de tout ce qui est lié à Poutine, guidé par Poutine, connecté à Poutine, les alliés de Poutine, n'est-ce pas? Tout cela semble faire allusion à cette machine toute puissante du Kremlin russe, une sorte de kraken, n'est-ce pas, qui s'empare non seulement de l'Europe, mais qui atteint aussi les États-Unis. Et chose amusante, ce sont ces mêmes personnes qui nous accuseraient de propager des théories du complot et de fausses informations. Comment expliques-tu que cela circule ainsi dans un environnement médiatique qui se prétend officiellement libre? Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas M. Merz qui dit à tout le monde quoi rapporter. Ils le font de leur propre gré. Comment te l'expliques-tu? Eh bien, c'est quelque chose que mon collègue Patrick Lawrence a expliqué dans son livre « Journalists and Their Shadows ». Dans le journalisme, le risque de développer une double personnalité est très élevé. Vous devez suivre les règles de vos éditeurs et rédacteurs en chef parce que ce sont eux qui donnent les ordres. Au fond de vous, vous sentez que ce n'est pas un résultat d'enquête précis, mais vous avez besoin de l'argent de votre entreprise. La plupart des journalistes divisent leur personnalité en deux parties. D'un côté, il y a le journaliste qui gagne sa vie, et de l'autre, celui qui disparaît en arrière-plan, c'est le journaliste qui suit les règles éthiques. Parce que suivre les règles éthiques n'est pas possible dans ce système, c'est complètement impossible.
Et je pourrais expliquer cela. It's completely not possible. And I could explain that. When the Americans and the British allies Lorsque les Américains et les alliés britanniques, après la Seconde Guerre mondiale, ont tenté de mettre en place en Allemagne un système de radiodiffusion démocratique et indépendant de l'État, ils avaient en tête l'exemple de la BBC. Mais tous les spécialistes des médias, sans exception, s'accordent à dire que les médias dominants, y compris les diffuseurs publics, suivent des récits dictés par l'État. Et cela fonctionne aussi en Allemagne. Les rédacteurs en chef, les principaux éditeurs, perçoivent des salaires très élevés. Et ces salaires, ces contrats, sont attribués par ce qu'on appelle le ZDF Fernsehrat, le Conseil de la télévision, oui, exactement. Et dans ce conseil, on trouve justement les politiciens qui sont censés être surveillés. Et c'est là la principale contradiction du système. Au final, toute personne qui souhaite obtenir un nouveau contrat s'aligne sur les récits de l'État, car le spectacle est terminé pour quiconque ne s'aligne pas sur ces récits. the show is over when he doesn't align with the state narratives. As in, Autrement dit, la personne sera licenciée, je veux dire. Elle ne se verra pas proposer un nouveau contrat. Elle n'aura tout simplement pas de nouveau contrat. contract. If, probably not fired, but Probablement pas licencié, mais il faudrait revenir à un contrat moins bien payé, par exemple. Ou, en tant qu'indépendant, on n'obtiendrait pas de contrat permanent. Ou, en tant qu'indépendant, on ne se verrait pas confier un nouveau film à réaliser. C'est ça le problème. Il faut survivre dans le système et il faut gagner de l'argent. Et c'est la question principale. to survive in the system, and you have to make money, and that's the main question. So, in a sense, you know, we Donc, en un sens, nous nous berçons d'illusions lorsque nous pensons qu'il est possible de construire un média véritablement libre et indépendant. Je veux dire, tous les médias sont d'une manière ou d'une autre, dépendants de contraintes sociales ou politiques. Exactement. Exactly, that's completely right. You have an inequality of power. C'est tout à fait exact. Il y a une inégalité de pouvoir. Press is owned La presse est détenue par des intérêts privés et le propriétaire-l'éditeur peut fixer les règles et déterminer la ligne politique des rédacteurs en chef. C'est là tout l'enjeu. fix the political line of the editors. That's the point. one of the things that still surprises me, especially about this documentary, is just also L'une des choses qui continue de me surprendre, surtout à propos de ce documentaire, c'est cette obsession pour ce qui se passe aux États-Unis. Et je comprends, je veux dire, les États-Unis sont, disons-le, politiquement le décideur le plus important pour presque tous les Européens, parce que les décisions prises à Washington ont un impact direct sur nous, puisque nous sommes les subordonnés. Et vous savez, moi, en tant que Suisse, je pense que nous dépendons de l'UDR et de l'Allemagne. Mais l'Allemagne et l'UDR dépendent des États-Unis, n'est-ce pas? C'est comme si nous gravissions tous dans l'univers de ces grandes puissances. Mais ce niveau d'obsession pour les dirigeants étrangers, et il y en a deux, Trump et Poutine, n'est-ce pas? Cela semble presque maladif à ce stade. À quel point les chaînes publiques essayent de creuser sur ces dirigeants étrangers. Avez-vous un avis là-dessus? foreign leaders. Do you have any thoughts about this one? Yes, first of all, I have good contacts in the United States. Oui. Tout d'abord, j'ai de bons contacts aux États-Unis. J'ai de bonnes conversations avec beaucoup de gens. Je rends visite à ces personnes, des hommes et des femmes expérimentés. Et je connais, grâce à des discussions privées, beaucoup d'électeurs de Trump. Et ces personnes sont ce qu'on appelle des gens ordinaires. Chauffeurs routiers, barman, chauffeurs de taxi, opérateurs Internet, etc. Et ces gens sont pauvres et ils sont complètement frustrés par l'administration Trump et par les démocrates. Et le résultat, c'est qu'ils deviennent des électeurs de Trump. C'est une forme de vote protestataire aux États-Unis. This is a kind of protest voting in the United States. And this reporter, the author of this documentary, shows Ce journaliste, l'auteur de ce documentaire, montre qu'il n'a rien compris aux États-Unis ni à leur processus politique. that's the first. Il vit dans une bulle. And
Il vit tout simplement dans une bulle. C'est le premier point que je veux souligner. Le deuxième point, c'est qu'il projette ses propres peurs et préjugés sur les États-Unis d'aujourd'hui. D'un point de vue journalistique, c'est une grave erreur de faire une telle projection. Il transfère ses propres peurs, il personnalise ses propres peurs sur deux personnes, Trump et Poutine. En toile de fond, il s'aligne sur les autorités allemandes. C'est le point principal de ce reportage. That's the main point of this reporting. Yeah. So in a sense, it just speaks to Oui. the psychological Donc en un sens, cela reflète simplement l'état psychologique de l'Allemagne, mais aussi de grandes parties de l'Europe, qui à ce stade se sentent attaquées et trahies, et qui pensent que ce qu'elles doivent faire, c'est se lever, se serrer les coudes et attendre la fin de l'administration Trump, montrant ainsi qu'il s'agit désormais d'un régime maléfique des deux côtés, et qu'il faut revenir à la raison. Et la raison, selon eux, c'est une guerre sainte ou atlantique commune contre les orques de l'Est. holy war against the orcs from the east. Yes, according to my experience, you may find Oui, d'après mon expérience, on peut trouver dans la population allemande environ 1/5, soit 20%, de personnes qui ont le courage de penser par elles-mêmes, de chercher leurs propres sources et de défendre l'élément pacifique de notre Constitution. Mais les 4/5 restants, soit 80%, s'alignent sur les autorités, projetant leurs propres peurs sur ces autorités pour se sentir plus forts. C'est donc un comportement antidémocratique, mais il fonctionne, et il fonctionne très bien en temps de crise et en temps de guerre. Ces personnes suivent les va-t-en-guerre, et les journalistes ne valent pas mieux. Ils font partie du processus. and the journalists are not better. They are part of the process. Would you think that these Diriez-vous que ces journalistes sont les bergers des moutons qui suivent les va-t-en-guerre, ou bien sont-ils eux-mêmes des moutons guidés par, vous savez, ceux qui détiennent réellement le pouvoir? The people with actual power? No, they are the sheepdogs. Ah, Non, ce sont les autres chiens de berger. And they are driving Les autres chiens de berger. Et ils poussent les spectateurs et les lecteurs de plus en plus profondément dans cette guerre. deeper into Les journalistes ne sont pas innocents. journalists are Ils not, font partie du processus. Et ils participent au processus de propagande. they are part of the problem Ils agissent comme un bras de propagande de l'OTAN parce qu'ils pensent que ça sert leur carrière. because they think it's good for their career. yeah, that makes very good sense. Oui, c'est tout à fait logique. Je pense que c'est une bonne métaphore. C'est juste drôle, It's just parce que ces gens manquent aussi d'introspection pour comprendre ce qu'ils font, non? Et ce à quoi ils participent. Et alors que ces personnes se considèrent comme très courageuses pour s'opposer au pouvoir aux États-Unis, je veux dire, ce type ne toucherait jamais à Nord Stream, même avec un bâton, n'est-ce pas? Il ne ferait jamais ça, parce que cela irait à l'encontre du récit dominant. Mais as-tu quand même l'espoir qu'il y ait des gens à l'intérieur du système? Je veux dire, tu étais dans le système, et tu en es clairement sorti. Et tu as manifestement essayé de tirer le meilleur de ce que tu as appris de l'intérieur. Le système est-il capable de se réformer lui-même? Aussi, tu sais, tout le monde n'est pas endormi là-dedans, si. Not everybody's sleeping in there, are they? This is an interesting question. Well, in this moment, I'm C'est une question intéressante. Eh bien, en ce moment, je me souviens d'une citation du romancier américain Upton Sinclair, qu'il a écrite en 1934. He wrote, Il a écrit « Il est difficile de faire comprendre quelque chose à un homme lorsque son salaire dépend du fait qu'il ne le comprenne pas. » Et je pense que c'est tout à fait juste. Ces journalistes ne comprendront pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Et ils ne veulent pas comprendre la vérité sur cette guerre. Ils ne veulent pas comprendre, donc ils ne peuvent pas comprendre. Je pense que les médias traditionnels sont complètement perdus après la crise du coronavirus, et surtout dans la guerre en Ukraine, parce que les médias traditionnels mentent au public dans tous les pays occidentaux. lying to the public in all Western countries. What they are covering is not the truth of the Ce qu'ils rapportent ne reflète pas la réalité de la guerre sur le terrain. Je le sais, j'y étais. Et les médias traditionnels veulent mentir au public parce qu'ils sont payés pour le faire.
Donc, je pense que les médias traditionnels sont complètement perdus, car beaucoup de bons journalistes et rédacteurs ont quitté le système. Ils sont partis et travaillent maintenant dans de nouveaux médias, comme votre émission, ou le magazine Post-Hill au Canada, Nachdenkseiten en Allemagne, et des publications similaires en Suisse. Il faut donc se tourner vers d'autres publications. Et je peux conseiller au public, s'il vous plaît, utilisez d'autres sources d'informations. Les médias traditionnels ne sont pas utiles pour s'informer, seulement pour être désinformés. D'une manière ou d'une autre, il faut que nous réglions ce problème. Parce qu'il y a eu un moment où les médias traditionnels n'étaient peut-être pas parfaits, mais au moins ils rapportaient, c'est-à-dire qu'ils vous disaient ce qui s'était passé. Il y a toujours eu des questions de partialité, comme pourquoi choisir plus d'articles d'ici et moins de là-bas? Pourquoi tant d'informations sur les États-Unis et si peu sur la Namibie, par exemple? Je veux dire, pourquoi la Namibie n'apparaît-elle pas? D'accord, très bien. Mais lorsqu'ils rapportaient les faits, il y avait au moins un niveau de représentation factuelle de ce qui s'était passé. Et cela s'éloigne de plus en plus de nous chaque jour. Oui, nous sommes arrivés à une ère de reportage post-factuel. Les faits n'ont plus d'importance. Et je peux l'expliquer. Je me suis rendu plusieurs fois dans le Donbass, en zone de guerre. Après le coup d'État orchestré par l'Occident sur le Maïdan à Kiev en février 2014, de plus en plus de médias occidentaux traditionnels ont retiré leurs correspondants de la zone de conflit. Normalement, on dirait « il faut y aller », mais les médias occidentaux sont partis. Ils ne voulaient donc pas voir ce qui se passait réellement sur le terrain. Ils ont essayé d'éviter la réalité. C'est ça le problème. Ils ont essayé de l'éviter. Ils ont décidé de suivre la propagande de l'OTAN, rien d'autre. Et ainsi, ils ont perdu le contact avec la réalité. L'étape suivante, c'est de laisser ces médias derrière nous. Nous devons obtenir nos informations d'autres sources. Ce système médiatique est complètement corrompu. Oui, je suis d'accord. Et il y a différents niveaux et des différences selon les pays. Mais en général, l'une des choses les plus précieuses à faire, selon moi, c'est de lire des livres comme le vôtre sur la critique des médias. Parce qu'au final, il est facile de critiquer les diffuseurs. Ce qui est difficile, c'est de se construire une base conceptuelle pour pouvoir réfléchir de manière critique à ce qui nous est présenté. Car personne ne devrait simplement nous croire. Vous et moi, en regardant ceci, n'est-ce pas? Il faut réfléchir de manière critique. L'avantage, c'est que les sections de commentaires s'y prêtent aussi, pour ceux qui veulent s'engager et pas seulement lancer des insultes. Donc, votre livre, bien sûr en allemand, est fortement recommandé pour se constituer cette boîte à outils. Connaissez-vous un livre en anglais que vous recommanderiez pour acquérir plus de finesse dans la critique des médias? Oups, je suis surpris. Je reviendrai à, tu l'as mentionné tout à l'heure, oui, Noam Chomsky, la fabrication du consentement. C'est vraiment un bon conseil. Je pense que je commencerai par ça, la fabrication du consentement. Il faudrait que je regarde dans mes livres. J'en ai beaucoup, mais je ne sais pas quoi d'autre recommander. La plupart sont en allemand, il faut le dire. Ah oui, j'ai trouvé un livre qui est plutôt bon. Il porte sur le journalisme américain. Un instant, c'est un livre de Martin Lee et Norman Solomon, Source peu fiable, qui est vraiment un très bon livre. Il explique beaucoup de choses sur le journalisme américain, ce qui s'applique aussi au journalisme allemand. Il a été écrit il y a 40 ans, mais il est vraiment bon. J'ai beaucoup appris en le lisant. C'est donc de cette manière que nous devons développer notre résilience. Peut-être un dernier point. Pensez-vous que cela pourrait revenir en arrière? Ou pensez-vous que la machine est irréversible? Je veux dire, regardez la Russie, comme à l'époque de l'Union soviétique. Il y avait tous ces Pravda.
Et Pravda, si je suis bien informé, signifie vérité. Et il y avait ces journaux, n'est-ce pas? Et ils diffusaient une propagande horrible à l'époque. Mais à un certain moment, c'est devenu tellement transparent que les gens consultaient simplement la Pravda pour comprendre ce que les dirigeants voulaient qu'ils croient. Ils n'y croyaient plus vraiment. Sommes-nous à un point où cela se produit aussi à plus grande échelle en Allemagne et en Europe? In a broader spectrum as well in Germany and Europe? So, I don't have much. Donc, je n'ai pas beaucoup d'espoir. À une époque où l'on dispose de trains et de locomotives, on ne revient pas aux chevaux. Mais il y aura des chevaux dans les zoos, par exemple, ou pour les enfants. Et ce sera le rôle des médias traditionnels d'aujourd'hui. Nous aurons les médias traditionnels comme machines de propagande de l'État, mais seulement sur une petite partie du marché. Et la plus grande part du marché sera occupée par les nouveaux médias, les médias alternatifs. Nous assistons donc à un grand changement dans le paysage médiatique. Et je pense que les médias traditionnels sont perdus et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Nous devons être ouverts aux nouveaux médias. Nous devons nous informer grâce aux nouveaux médias et travailler pour les nouveaux médias. L'autre partie n'est qu'une partie de propagande, et elle sera perçue comme une machine de propagande, rien d'autre. Prenez le train, pas les chevaux. Les chevaux, c'est juste pour le week-end. Ce qui signifie que le combat le plus important n'est pas celui qui se déroule à l'intérieur de la machine de propagande. Le combat le plus important, c'est de préserver le cadre réglementaire qui permet aux médias alternatifs de prospérer, n'est-ce pas? Parce que c'est cela que nous pouvons encore sauver. Et on voit bien que certains veulent aussi s'attaquer à cela, n'est-ce pas? Et la seule solution, c'est de retirer la couronne financière des médias traditionnels, en n'achetant plus de journaux parce qu'ils sont bellicistes, en ne finançant plus les chaînes publiques parce que les bellicistes sont dans les émissions de débat. Financer les médias alternatifs. C'est la voie à suivre. Nous devons délégitimer le système. D'accord. D'accord. Patrick Bob, merci beaucoup pour cet aperçu de la situation actuelle et de la folie qui règne. Les personnes qui souhaitent vous suivre devraient se rendre sur votre site Internet, sur votre compte Twitter. Oui, sur ma page d'accueil, patrickbob.de, où ils peuvent suivre ma chaîne Telegram à Patrick Sirlum Bob. Tout le monde, allez découvrir le travail de Patrick Bob. Patrick, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci de vous rejoindre.